La Colombie est le pays aux 1000 rythmes. Elle abrite les cartels de la drogue les plus célèbres et surtout une richesse sans précédent. C'est ici qu'est née la légende de l'Eldorado. Derrière des portes blindées se trouve la plus grande collection d'or au monde. Cela fait beaucoup d'or. Au milieu de la rue, ils vendent des pierres précieuses. 10 000 $. 16 000 par pierre. 200 000 $. Vous rigolez? Il y a tant de trésors qui gisent encore dans les eaux engluides au fond de l'océan et de pierres précieuses qui gisent littéralement sous les pieds que les scientifiques sont encore incapables de calculer la valeur des réserves du pays. Mon patrimoine net s'élève aujourd'hui à environ 1 million de $. Tout cela grâce à une émeraude. Nous avons décidé de tenter notre chance, nous aussi. Nous sommes partis à la chasse au trésor dans la ville de Muso. Je l'ai trouvé ici. C'est la capitale mondiale de l'émeraude. C'est là que se trouvent les plus grands gisements d'émeraude de la planète. Il suffit de prendre un sac de terre pour devenir fabuleusement riche. Il y a au moins des milliards de dollars devant nous. Et tous les habitants de cette ville sont prêts à tout donner pour trouver la pierre de leurs rêves. Je l'attends, je le vois, je le vis. Comme vous le savez, là où il y a un trésor, il y a aussi une malédiction. Presque tous mes camarades sont morts aux mains de leur propre bande. Quel est le prix à payer par les habitants pour vivre des précieuses mines? Nous avions des échanges de coups de feu toutes les heures. Nous le découvrirons aujourd'hui en marchant sur les traces de l'une des pages les plus dramatiques de l'histoire de la cité d'émeraude colombienne. Combien de personnes avez-vous tué? Je ne sais pas. Je ne peux pas faire le calcul. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov. Il y a encore 30 ans, Muso était secoué par les guerres de l'émeraude. Des fusillades et des meurtres avaient lieu presque quotidiennement dans la ville. La lutte pour les gisements d'émeraude y était presque ininterrompue. Mais la stabilité relative de la région a été maintenue par deux barons de l'émeraude, Gilberto Malino et Victor Carranza. Ils contrôlaient la plupart des gisements. La fortune en émeraude de Carranza dans ses meilleures années était estimée à 500 millions de $, voire 1 milliard. Ces chiffres sont encore impressionnants aujourd'hui. Et à l'époque, dans les années 80-90 du siècle dernier, lorsque le prix du dollar était différent, une telle échelle aurait fait l'envie de nombreux milliardaires modernes. Un empire de l'émeraude aussi puissant que celui de Muso ne pouvait manquer d'attirer l'attention de la mafia colombienne de la drogue. Les émeraudes étaient le moyen idéal de blanchir l'argent de la drogue et la région isolée de Muso permettait de transporter les marchandises en toute sécurité. Les hommes de Pablo Escobar s'intéressaient à l'endroit. Pablo Escobar est connu dans le monde entier. Des livres ont été écrits sur lui, des films et des séries télévisées lui ont été consacrés. Mais à la même époque, la Colombie a également été le théâtre d'événements non moins importants qui sont le plus souvent passés sous silence. Aujourd'hui, nous allons combler cette lacune de l'histoire et vous parler des guerres dites de l'émeraude qui, par leur ampleur, ont été aussi importantes que les luttes entre les célèbres cartels. Voici donc les protagonistes. José González Rodríguez Gacha est l'un des chefs du cartel de Medellín, un partenaire proche du baron de la drogue Pablo Escobar. Gilberto Molina, le plus grand magnat de l'émeraude en Colombie dans les années 80. Victor Carranza, un homme d'affaires tout aussi important connu sous le nom de caïd de l'émeraude. Souvenez-vous de ces hommes. Tout a commencé lorsque Gacha est arrivé dans la région et a tenté de reprendre le contrôle de l'empire de l'émeraude de Molina et Carranza. Ce fut le début d'une longue et sanglante guerre entre les émeraudes et les trafiquants de drogue au cours de laquelle quelques 5000 personnes ont trouvé la mort. Dans presque toutes les familles de Muso, il y a des gens qui ont souffert pendant cette période et les témoins de cette époque ne sont pas faciles à trouver. Par exemple, notre chauffeur Juan a personnellement reçu de l'argent de Gacha et a même vu les tueries de ses propres yeux. Adolescent, Juan a été enrôlé dans le gang de Gacha. Aucun de ses compagnons n'est encore en vie aujourd'hui. Juan, lui, a miraculeusement échappé à la mort. Aujourd'hui, il nous fera visiter les lieux de ces événements sanglants et nous présentera des témoins uniques, les tueurs à gages des deux bandes rivales. Aujourd'hui, la ville vit plus ou moins tranquillement. Quelle était l'ambiance à l'époque? C'était très lourd. À 17 ou 18 heures, il n'y avait plus personne dans la rue.
C'était comme un couvre-feu. Chaque jour, 1 ou 2 corps étaient retrouvés dans la ville. Pour se faire la guerre, le baron de la drogue Gacha et le baron d'émeraude Victor Carranza ont rassemblé des groupes armés autour d'eux. Les habitants de Muso ont été recrutés pour les rejoindre. Il était presque impossible de rester à l'écart. Tout le monde était en guerre contre tout le monde. Cette maison était le quartier général des Carranza. Et dans cette maison vivaient les pájaros, les oiseaux. C'était le nom donné aux mercenaires des Gacha. Vous deviez donc être l'un des pájaros? Oui, je recevais de l'argent des Gacha. Vous avez donc vécu là aussi, n'est-ce pas? Oui. Combien avez-vous obtenu? La première fois, on m'a donné 200 000. Un billet de 5 000 chacun. À l'âge de 14 ans, Juan a assisté pour la première fois à un meurtre. Cela s'est passé dans une maison close que la mère de Juan avait ouverte. Buenas tardes. Je travaillais à temps partiel comme barman dans l'immeuble aidant ma mère dans ses affaires. Je me souviens d'avoir entendu un jour une voiture s'arrêter dans la rue et freiner brusquement. 4 coups de feu ont retenti. J'étais là derrière le bar. Quand j'ai entendu les premiers coups de feu, j'ai regardé autour de moi pour voir ce qui s'était passé. J'ai vu un homme entrer en courant, suivi par le tueur. L'homme a été abattu. Et c'est là qu'il est tombé. Dès que c'est arrivé, 2 hommes sont entrés et ont pris le corps. Le tueur a commencé à essuyer les traces de sang. Puis il a dit « Vous n'avez rien vu ». Il s'agit donc essentiellement d'une menace? Bien sûr. Et il est parti? Non, après s'être lavé le sang, le tueur est resté sur place. Il y avait des tables, il a demandé une bière et s'est assis pour la boire. C'est quelque chose d'impensable. D'habitude, les tueurs essaient de quitter les lieux le plus rapidement possible. Pourquoi était-il assis? Il voulait intimider et s'assurer que les témoins se taisent. Face à la violence qui l'entoure, Juan, comme presque tous ses pairs, souhaitait ardemment posséder une arme à lui. Il n'y avait qu'une seule solution, rejoindre un gang. Tous les gars de notre quartier se promenaient avec des armes. Un jour, un mec à moi est venu me voir et m'a demandé « Juan, pourquoi ne rejoins-tu pas le gang ?» Il s'agissait de membres du gang des Gacha? Oui. Juan a accepté d'aller dans le gang. Puis on m'a donné un pistolet de 7,65 mm. Qu'avez-vous ressenti à 14 ans lorsqu'on vous a donné une arme? Je me sentais très courageux, plus courageux et plus fort que les autres. On nous amenait souvent nous entraîner au tir au stand de tir. C'est lors d'une de ces sorties que j'ai rencontré Gacha. En personne? Oui, il a sorti de l'argent de sa poche et me l'a donné. Après avoir reçu des armes et de l'argent, les garçons devaient faire des courses pour les meneurs. On nous a confié la tâche de garder les entrées du village. Nous nous tenions en embuscade, les armes bien cachées, et nous surveillions qui montait dans le char et faisions rapport au diable Chucho. Si des traîtres étaient en route, Chucho viendrait les abattre. La question de savoir qui est un traître et qui ne l'est pas n'a pas été clarifiée pendant longtemps au cours de ces années. Tout s'est fait sur la base de rumeurs. Les faits n'ont donc pas été vérifiés? Non. Une fois que la rumeur a couru que l'un de nos hommes était un traître, il a été envoyé pour garder l'entrée du village avec nous et nous avons été chargés de le tuer. Puis le service touchait à sa fin, tout le monde a commencé à se rassembler un peu. J'ai vu l'un de nos hommes le faire. Le gars qu'ils avaient comploté de tuer a commencé à passer. Il a été abattu de 3 balles. Le tueur s'est contenté de marcher sur la route devant lui. Vous avez tout vu de vos propres yeux? Bien sûr. C'est à ce moment-là que Juan a commencé à comprendre ce qu'étaient réellement les gangs. Presque tous mes camarades sont morts aux mains de leur propre bande. Mais il n'est pas aussi facile de sortir du groupe que d'y entrer. Une fois, j'ai vite compris qu'il n'y avait pas de retour possible. C'est alors que ma mère est allée parler au diable Chucho. Elle a dit qu'elle m'amènerait à l'école, puis elle m'a caché à Bogota. Maman possédait la maison close, elle voyait qui venait chez elle, elle savait quel genre de personne c'était. Et si elle ne l'avait pas fait, vous auriez probablement été tué. Oui.
Juan a la chance de ne pas être mêlé au monde sanglant de la mafia, mais grâce à ses vieilles connaissances, nous avons aujourd'hui l'occasion de parler à des personnages clés des deux factions. Pour nous, c'est une chance inouïe. Après tout, la plupart des personnes impliquées dans les guerres de l'émeraude ont été tuées ou ont quitté Museau pour tenter d'échapper à la mort. Et même aujourd'hui, les gens abordent le sujet avec beaucoup d'appréhension. Et parler aux représentants des deux gangs à la fois est une chance unique. Après tout, chacun dans cette guerre avait sa propre vérité. L'homme s'appelle José Manuel et était un proche collaborateur du garde du corps personnel du baron de la drogue Gacha. Il est responsable de nombreux meurtres. Et voici un homme qui s'appelle Renard. Il demande à ceux que son vrai nom ne soit pas utilisé. Renard est un tueur à gages du camp du baron d'Emeraude Carranza. C'est lui qui a exécuté les plans les plus violents du groupe. Aujourd'hui, Renard se cache pour échapper aux poursuites judiciaires. Il a accepté de partager des informations uniques sur la guerre d'Emeraude en échange de la plus grande précaution. Aujourd'hui, l'interview sera inhabituelle. Le héros aura le visage caché. Il a demandé à changer de voix. Ce n'est qu'à ces conditions qu'il a accepté. Et qui pourrait le menacer aujourd'hui? Pourquoi se cache-t-il autant? Les parents de nombreuses personnes qu'il a tuées peuvent se venger. Les gens comme lui sont littéralement chassés ici. Comment cet homme a-t-il pu survivre? Il ne se montre presque jamais dans la rue. Il porte toujours une arme sur lui. Renard attendait à l'endroit prévu. « Buenos dias, Seigneur. » Nous avons été présentés l'un à l'autre, mais l'ancien tueur a décidé de vérifier et de parler d'abord à notre guide colombien. L'homme de Carranza a posé de nouvelles exigences. Il voulait que l'entretien ait lieu ailleurs. Mais le mercenaire de l'ancien baron de la drogue, Gacha, n'a eu aucun mal à monter dans notre voiture. Buenos dias. Bonjour, je suis José Manuel. Dmitro. Nous avons quitté la ville pour l'entretien. José Manuel a promis de trouver un endroit approprié pour discuter. Une maison si riche, en tel territoire. C'est le manoir d'une de mes connaissances. Au début, il était revendeur d'émeraudes, puis il a travaillé dans une mine. Il a trouvé de bonnes pierres et travaille maintenant pour Museau. Quelle piscine cool! Oh, mes amis! Une telle base cachée dans les montagnes dans un endroit secret. J'ai vraiment l'impression de me trouver dans une scène d'un film ou d'une série télévisée d'Escobar. Bien que des décennies se soient écoulées et qu'il ne reste presque plus personne en vie ayant participé à ces événements, les gens restent prudents lorsqu'ils en parlent. Ils essaient donc de choisir des endroits pour les interviews où personne ne sera vu. Renard, l'homme du camp d'Emeraude de Carranza, nous a également amenés dans une base secrète. Cet endroit est en quelque sorte le quartier général des hommes de Gilberto Molino. C'est ici que nous nous cachons. On dit qu'il y a des armes et des émeraudes cachées dans les murs ici. Le quartier général des hommes d'Gilberto Molino. La conception de ce bâtiment montre qu'il s'agit d'un luxe de l'époque. Et il s'avère que pendant la guerre d'Emeraude, c'est ici que les hommes de Carranza se détendaient dans cette piscine et que se tenaient certaines réunions. Oui, il y avait une tente sous laquelle nous nous réunissions. Une sensation surprenante, inhabituelle. Des choses terribles se passaient dans cet endroit. Des milliers de personnes allaient y être assassinées. Ce manoir a finalement été retiré aux riches mafiosi. Aujourd'hui, il appartient à l'État. Bientôt vendu aux enchères, il y aura un nouveau propriétaire. Et tout l'argent ira aux victimes de la guerre d'Emeraude. Les participants de la guerre d'Emeraude venaient dans cette maison, faisaient des barbecues, appelaient les femmes ici. Il y avait une maison close pas très loin d'ici. Les filles étaient sélectionnées des étudiants de l'université. Elles étaient amenées de différentes villes où on pouvait voir des beautés irréelles. Il devait y avoir des gardes autour du périmètre et il était impossible de s'approcher. Bien sûr, à l'époque, il y avait 20 à 50 agents de sécurité. Je vois le stade de football. C'est de cette époque. Nous jouions au mini-foot. Une clôture en garde sur le périmètre. Voici la maison du personnel. Voici l'aire de barbecue. C'est une séquence unique. Continuons à chercher. La table de billard. Et quelles sont ces machines? C'est une Racola. Unique en son genre. Intéressant, une vraie rareté. C'est quand vous faisiez la fête avec les filles qu'ils fournissaient la musique.
Oui, bien sûr. Il y avait 2000 personnes rassemblées, 2 ou 3 vaches ont été abattues pour nourrir tout le monde. Les vacances ont-elles été fréquentes? Lorsqu'ils trouvaient de grosses émeraudes, ils sortaient directement pour faire la fête jusqu'à ce que l'argent soit épuisé. Personne ne pensait à l'avenir. Les filles qui venaient ici étaient changées chaque semaine et tout l'argent des émeraudes allait aux maisons closes. De l'argent facile, ce n'est pas la première fois que nous en entendons parler ici. Il est très facile de s'en aller. Personne n'a compté l'argent. Il semblait à tout le monde que les émeraudes des mines étaient inépuisables. Lorsque des acheteurs étrangers venaient ici, nous leur montrions les émeraudes par kilo. Une fois, nous avons apporté non pas une pierre individuelle, mais un morceau entier de filon avec de la roche, et les émeraudes qu'ils contenaient étaient de cette taille. Il y en avait beaucoup. On aurait pu remplir toute l'urne là-bas. Le volume est comparable à cette urne. Il s'agit probablement de quelques millions, voire centaines de millions de dollars. En pensant à de tels hommes, on se rend compte que l'enjeu était de taille. Chaque jour, quelqu'un trouvait des millions dans le sol et chaque jour, quelqu'un disait adieu à la vie. Revenons quelques décennies en arrière et rappelons-nous comment tout a commencé. Tout a commencé lorsque Gacha, le partenaire d'Escobar, a décidé de s'infiltrer ici et de commencer à blanchir l'argent de la drogue grâce aux émeraudes. En quelle année? 1984. Ici, mes amis, la situation est simple et directe. Le cartel Pablo Escobar du début des années 80 commence à faire de l'argent fabuleux et son influence devient incroyable. Il devient même plus haut que le gouvernement. En fait, ce cartel de la drogue dirige le pays et il est le plus puissant de la planète. Naturellement, il commence à exploiter tous les territoires et toutes les activités possibles dans ce pays. Dans un premier temps, Gacha avait prévu de négocier et de proposer un partenariat au baron de l'Émeraude. Quand Gacha est venu à Carranza et Molino, il ne voulait rien savoir de nous. La tactique de Gacha a alors changé et il a commencé à distribuer de l'argent et des armes à des garçons mineurs à gauche et à droite. Avec ces armes, ils sont allés voler leurs propres compatriotes à Mizo. Gacha a promis aux gens que s'ils l'aidaient à gagner et qu'ils devenaient propriétaires des mines, ils gagneraient beaucoup d'argent ensemble. Carranza leur a dit qu'ils ne pouvaient pas continuer ainsi et a commencé à acheter des armes. Ensuite, nous avons eu de bonnes armes, des fusils. Le baron de la drogue Gacha prenait le contrôle par la force. Les émeutes dans la ville n'étaient que le début et comme aucun accord ne pouvait être trouvé, Gacha a tué l'un des principaux fournisseurs d'émeraudes, Gilberto Molino. Il y avait une sorte de fête. Nos gardes sont entrés avec des armes. L'ont abattu ainsi que 12 gardes du corps. Molino se trouvait à l'époque dans un manoir particulier de ce type et il était impossible d'y entrer sans autorisation. Mais les gardes ont changé d'uniforme et sont entrés déguisés en militaires. Il s'est avéré que Gilberto Molino a été tué par nos propres gardes. Il s'était vendu et avait aidé à commettre l'attentat. Les nôtres ont bien payé pour se faufiler dans l'endroit où se trouvait Molino. Lorsque les tueurs ont fait irruption, toutes les femmes ont été enfermées dans des chambres et des toilettes et tous les autres ont été simplement tués. Le traître avait revêtu des vêtements préparés. C'était un signe conventionnel pour qu'il ne soit pas tué. Tous les autres ont été abattus sur place. Ce faisant, Molino ne savait même pas que Gacha allait le tuer. Il est mort comme ça, sans savoir qu'il avait été tué par les hommes de Gacha. Comment était Gacha? Il est vrai qu'il a essayé d'utiliser une brutalité démonstrative. Par exemple, il y a des versions sur Internet selon lesquelles il a attaché des cadavres à des hélicoptères et a survolé le territoire de Carranza pour montrer son pouvoir, son autorité et sa brutalité afin d'effrayer. Pire, ce n'étaient pas des cadavres. Une fois, un homme du camp d'Émeraude a été attrapé. Ils l'ont mis dans un sac, l'ont attaché à un petit avion et ont décollé. En survolant la mine de Carranza, le pauvre homme a été éjecté vivant. En tombant, on entendait ses cris. Il est mort en heurtant le sol. C'était une façon de montrer que nous sommes prêts à tout, que Gacha est capable de choses terribles et qu'elle les fera. Que se passait-il dans la ville? Quelle était l'atmosphère? Nous avons commencé à venger la mort de Molino. Une guerre a commencé contre Gacha.
Nous avions des échanges de tirs toutes les heures. Des gens venaient attaquer à différents endroits et nous devions leur répondre. Avez-vous dû tuer beaucoup? Je ne sais pas. Dans les fusillades, on ne peut pas dire qui on a tué et qui on n'a pas tué. La terreur et la peur étaient omniprésentes. La guerre entre Gacha et Carranza prenait de l'ampleur. Les gens se promenaient avec des armes pour faire peur et montrer leur force. Une véritable bagarre s'ensuivit. Tout le monde tirait sur tout le monde et personne ne s'est soucié du nombre de personnes tuées. Je suppose que peu de ceux qui ont travaillé avec vous ont vécu jusqu'à cet âge. Presque tout le monde est mort. Combien de fois avez-vous été au bord de la mort? Presque tous les jours. Lorsque l'on se lance dans ce métier, il faut savoir qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Si vous voulez gagner, vous n'avez qu'à aller de l'avant. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez tué? Non, dans mon esprit, tout a déjà été effacé. La famille ne savait-elle pas ce que vous faisiez? J'ai essayé de tout faire en secret. J'ai gardé mon identité secrète pour assurer ma sécurité et celle de ma famille. À cette époque, votre voisin ou même un ami pouvait travailler pour un groupe ennemi. Pour éviter de se faire tirer dessus, tout le monde ne parlait pas de ses affaires. Les gens se sont battus au sein même des familles, frères contre frères. Comment avez-vous réussi à passer inaperçu ou à préserver votre famille et votre vie? Je disais à ma famille que je travaillais à Bogota, à Medellín ou dans une autre ville. Et lorsque je me rendais dans des zones de patrouille où je risquais d'être reconnu, je portais une cagoule. Je me couvrais le visage et je ne parlais pas beaucoup pour ne pas être reconnu par ma voix. Quel type d'arme aviez-vous? J'avais un pistolet Browning et un fusil AR-15. Vous portiez une veste blindée? Personne ne l'a jamais utilisée. D'autant plus qu'il est lourd et qu'il faut aller vite. On marchait comme ça. Si tu meurs, tu meurs. Vous étiez donc prête à mourir à tout moment? Vous sentez l'adrénaline et vous allez de l'avant. Vous avez réalisé que vous pouviez être tué d'un jour à l'autre et que vous jouiez à un jeu que vous perdez habituellement. Oui, c'est un miracle que j'ai survécu. En tant que combattant, avez-vous réussi à gagner beaucoup d'argent? Je gagnais 20 à 30 millions de pesos à l'époque. Mais je dépensais tout dans les maisons closes. Vous avez tout dépensé, vous avez raté votre coup. Tous ceux qui avaient de l'argent achetaient des armes, entre autres. J'avais des pistolets, des revolvers et des fusils de chasse. Je n'ai rien acquis depuis. Je n'ai pas de maison, pas d'argent, rien. En repensant à cette époque, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Les gens me posent souvent cette question, mais je ne veux pas en parler et évoquer ce genre de choses. Je ressens de la tristesse, des remords et de la douleur. Un jour, je suis entré par hasard dans une église et j'ai vu défiler devant mes yeux toute ma vie, depuis mon enfance jusqu'à ce moment précis. Combien de personnes avez-vous tué? Je ne sais pas. Je ne peux pas faire le calcul. Désolé. Chaque fois qu'il en est question, je ne peux pas parler. Les personnes que vous avez tuées étaient-elles devant vous? Tout. Des visages, des visages, des visages. Et du sang, beaucoup de sang. Tout ce que je veux maintenant, c'est que les jeunes ne répètent pas mes erreurs. C'est pour cela que je suis devenu prédicateur. C'est peut-être pour cela que Dieu m'a gardé en vie. Regrettez-vous la vie que vous avez vécue et l'auriez-vous vécue différemment si vous en aviez eu la possibilité? Non, tout est destiné à se produire. Si quelque chose pouvait être corrigé, je ne rejoindrais jamais le gang. Rêvez-vous des visages des personnes que vous avez tuées? Je ne rêve pas. Je suis allé voir les sorciers pour qu'ils effectuent un rituel de purification. Il s'agit de sacrifier un animal et, dans certains cas, un petit enfant. Lors de mon rituel, ils ont tué un poulet et m'ont oint de son sang.
Après cela, je ne rêve plus de rien et rien ne me perturbe. Je ne fais plus de rêves de ce genre. Quand Dieu vous pardonne, il vous pardonne pour de bon. Mais j'essaie aussi de mériter le pardon des familles que j'ai détruites. Je les aide financièrement, je paie leur traitement s'ils ont quelqu'un de malade. J'essaie de me racheter d'une manière ou d'une autre. La guerre a pris fin lorsqu'Emerald Carranza s'est associé à l'État et a aidé à mettre la main sur un baron de la drogue. Gacha a été tué lors de son arrestation. Aujourd'hui, Muso vit en paix et les gens ne s'inquiètent que de trouver l'émeraude de leurs rêves. En général, 75% de l'argent que les habitants de Muso gagnent provient de la vente d'émeraudes. Mais chacun obtient cet argent de différentes manières. Vous et moi avons vu des gens se précipiter en masse pour ramasser les stériles des mines. Certains trouvent un emploi à salaire fixe et travaillent dans les mines. D'autres revendent les émeraudes ici à Muso et à Bogota. Mais ce ne sont pas là les seules façons dont les émeraudes rapportent de l'argent. À Muso, certains tentent de retrouver des trésors du passé. Des pierres qui ont échappé au légendaire baron de l'émeraude dans les années 80. Au milieu des années 1980, les émeraudes n'étaient pas extraites en profondeur à l'aide de la méthode d'extraction minière. D'énormes bulldozers écrasaient la roche à la surface pour trouver les pierres précieuses. Et tout l'excès était déversé dans la rivière ou dans des vallées comme celle-ci. Regardez la couche, c'est tout ce que les bulldozers ont déversé. Il y a encore quelque chose à gagner dans cette roche. Buenos días. Quel est votre nom? Atilia. Atilia, et quel est votre nom? Mariella. Dites-moi, que se passe-t-il ici? Nous lavons la roche ici avec des tuyaux d'arrosage pour trouver les émeraudes. C'est une très vieille roche. Même celle que Gilberto Molino a détruite au bulldozer. Cela fait donc longtemps qu'il est parti et vous utilisez toujours sa pierre. Vous exploitez ces émeraudes? Oui, nous travaillons avec ce terrain. Gilberto Molino a été tué en 1999 et les gens continuent d'extraire des émeraudes. On voit tout de suite que les pierres sont plus grosses. Ce n'est pas pour rien que tant de gens disent que c'était mieux à l'époque. Parce qu'à l'époque, on n'extrayait pas tout ce qu'il y avait dans la roche. Nous verrons bien quels résultats ils pourront obtenir dans ce domaine. C'est ainsi que se passe le butin. Buenos días, Dmitro, quel est votre nom? Martin. Miridja. Judy. Lino. Vous avez des émeraudes? Rien n'a encore été trouvé aujourd'hui. J'ai cru comprendre que la méthode de travail était très simple. Une personne travaille avec un tuyau à haute pression pour rincer la roche tandis que les filles regardent, n'est-ce pas? Les filles travaillent aussi avec des pelles et des tuyaux d'arrosage. Puis-je me joindre à vous? Je vais essayer. Oui, s'il vous plaît. Comme ça, vous affleurez le rocher et vous regardez. Avez-vous trouvé de grosses émeraudes ici? Le plus gros qu'ils ont trouvé était de 23 millions de pesos. Environ 5 000 $. Vous divisez cette somme par le groupe, n'est-ce pas? Nous sommes 5 travailleurs, plus le propriétaire du tuyau que nous payons également. Comment ne pas rater une émeraude? C'est tout noir, c'est très difficile de voir quoi que ce soit. Nous le changeons ensuite dans le chariot et le rinçons à nouveau. On m'a arraché cette buse. Attention. Attention. Ouais, je ne suis pas un grand travailleur. Oh non. Oh mon Dieu. Ah, nous y voilà. Voilà. Et combien de fois y a-t-il des jours où vous ne trouvez rien? Cela peut durer des semaines et des mois. Puis nous trouvons un caillou qui rapporte 6 à 10 000 euros chacun. Donc, s'il n'y a pas de trouvailles, il n'y a rien à manger à la maison? Lorsque nous trouvons une bonne pierre, nous essayons d'acheter plus de stock à la maison afin d'avoir de quoi vivre et travailler. La vie est une loterie. Oui, c'est une loterie. Combien de décennies ce gaspillage de production va-t-il encore durer? 10 ans au plus. Nous sommes déjà allés assez loin. L'une des dernières sections est en train d'être nettoyée. Quelle est la prochaine étape? La situation n'est pas claire. Des entreprises internationales sont venues s'installer et elles donnent du travail à certains, mais pas à tous. Avant, c'était mieux. Bonne chance pour décrocher le jackpot. Vous voyez, ils font des renforts pour que la roche ne se fondre pas. La roche s'écoule dans ces chariots.
Il la récupère ici, puis il l'amène pour un lavage supplémentaire afin de ne rien oublier. Buenos dias. Et qu'il y a des pierres? Non. C'est une mauvaise journée. Vous voyez, les enfants travaillent ici aussi. Jeune homme, buenas tardes. Bonjour. Quel est votre nom? Juan Andreas. Quel âge avez-vous? 16 ans. Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'industrie de l'émeraude? Pendant les vacances. Il s'agit donc d'une mesure forcée puisque vous êtes ici en vacances. Toute une vie à espérer trouver la pierre de ses rêves et devenir riche un jour. Est-ce la bonne voie ou non? Je ne pense pas que ce soit le cas. Il est préférable de trouver un bon emploi et d'avoir une vie normale. Les problèmes des habitants de Museau ont été remplacés par d'autres. Il y a 30 ans, on pouvait se faire tirer dessus dans les rues d'Emerald City, mais les bonnes pierres traînaient littéralement et permettaient de vivre confortablement. Quant aux membres des gangs, ils dépensaient leur argent en faisant la fête, en se droguant et en s'offrant des filles faciles. Aujourd'hui, comment vivent les Gakera, ceux qui font apparaître les pierres précieuses sur les étagères des bijouteries? C'est ce que nous découvrons dans la maison de Rosmerilda, une mineuse d'émeraude libre avec qui nous avons cherché des pierres dans la rivière. Voici, chers amis, la ville où vivent les mineurs d'émeraude. Je vous remercie. Il est déjà évident qu'ils ne vivent pas richement. Faut-il me déchausser? Non, rentrez. Merci. Il s'agit d'une humble habitation en bois. C'est ici que se trouve la salle de bain et la buanderie. Ici, vous voyez, les portes sont en ardoise métallique. Ici, c'est juste cloué. Et c'est à peu près le matériau qu'ils construisent ici, n'est-ce pas? Oui, c'est le moins cher. Et voici ma chambre. C'est un couloir et au bois, il y a une autre pièce. Une chambre avec une très belle vue. Oui, c'est très humble. Vous voyez, je dirais même que c'est une honte de voir des gens travailler. Et les murs en bois, les fissures dans les murs, l'ardoise en métal, même si la vue, bien sûr, est très belle. Malheureusement, mes amis, cela s'appelle un bidonville. Ce sont les quartiers les plus pauvres de Colombie. Et pourtant, ils se trouvent dans la région la plus riche avec les émeraudes les plus chères du monde. Autrefois, il y avait beaucoup plus de gens ici, beaucoup plus de maisons. Mais lorsqu'il est devenu plus difficile de trouver de la pierre et que les émeraudes ont été extraites principalement dans des mines, les gens ont commencé à partir. Alors pourquoi cela dure-t-il depuis des décennies? Pourquoi les gens n'oublient-ils pas qu'il y a des émeraudes ici et ne font-ils pas autre chose? Et pourquoi n'arrêtent-ils pas ces tentatives bizarres de gagner à la loterie? Je pense que beaucoup de gens sont dans la même situation que moi. Je suis venu ici jeune pour tenter ma chance. En Colombie, les gens sont des joueurs. Ils tentent leur chance un jour ou deux par an. Le temps a passé, nous avons vieilli. Et maintenant, nous n'avons nulle part où aller. Nous ne pouvons que vivre en rêve. C'est très romantique, mais il est dommage que tout le monde ne puisse pas réaliser ses rêves. Si vous aviez la possibilité de remonter le temps et de tout recommencer, feriez-vous des émeraudes? J'aurais dû choisir une autre voie et ne pas y gaspiller ma vie, ma force et ma jeunesse. Il est triste de voir des jeunes en museau et de se rendre compte que leur chemin finira très probablement comme le mien. Après tout, on peut vieillir sans trouver le rocher de sa vie. Vous n'envisagez pas d'y renoncer? 55 ans, c'est un bon âge. Vous êtes une jeune femme, vous pouvez peut-être changer d'air. J'y ai beaucoup réfléchi, mais regardez autour de vous. Cette maison est tout ce que j'ai. Si c'est la seule chose que j'ai pu gagner en 38 ans, à quoi d'autre suis-je bonne? Je vous souhaite de trouver le rocher de vos rêves afin que cet effort de 38 ans soit finalement couronné de succès. Et qu'un jour, vous changerez tout du tout au tout. Je vous remercie, si Dieu le veut. Mais je ne vis pas encore si mauvais. Viens, je vais te présenter à un autre mineur d'émeraude. Voyez comment il vit. Même le chalet d'ardoise de Rosmerilda est une réussite au regard des normes locales. De nombreux Guaquers n'en ont même pas. Buenas tardes. Bonjour. Dmitro, Pablo Henrique.
Nous allons voir dans quelles conditions vivent les personnes qui exploitent les émeraudes ici. C'est ma maison. Un cauchemar. Le lit, l'étagère avec les affaires. Lorsqu'il pleut, toute l'eau se trouve ici. Ah, imaginez cela. C'est à ça que sert le polyéthylène. Quel cauchemar. Il doit se blottir contre le mur pour éviter d'être mouillé. Ce n'est que lorsque la pluie s'arrête qu'il peut s'allonger normalement. Une dalle de béton s'est fissurée. Une partie de la maison s'est effondrée. Ces maisons sont sur pilotis, sur des pentes si raides que c'est dangereux ici. C'est là que c'est vraiment dangereux. N'avez-vous pas peur que votre lit s'écroule un jour ou l'autre pendant les pluies? Bien sûr, j'ai très peur. Chaque fois qu'il pleut beaucoup, je m'assois et je prie. C'est effrayant à regarder, mes amis, vraiment. Tout peut s'effondrer à tout moment. Depuis combien d'années exploitez-vous des émeraudes? Plus de 40 ans. En 40 ans de travail dans la région la plus riche de Colombie avec des pierres parmi les plus chères du monde, vous n'avez même pas dû gagner l'argent nécessaire à l'achat d'une maison. Continuez-vous à travailler, continuez-vous à chercher des pierres. Et combien de pierres obtenez-vous en moyenne par mois si vous traduisez cela en argent? À peine de quoi manger. Honnêtement, mes amis, je suis choqué. Cela fait mal et mal de voir à quel point ces gens travaillent dur et à quel point ils vivent dans l'horreur, n'ayant même pas d'argent pour construire la maison la plus élémentaire. Ici, les pierres sont vendues pour presque rien. Les gens se sont habitués à certains prix, de sorte que plus tard, ces pierres peuvent être revendues de plus en plus cher. Et alors, nous les voyons dans le magasin avec de belles lumières pour beaucoup d'argent. Mais ici, elles ne coûtent que quelques centimes. Enrique, quel âge as-tu? 70 ans. Dites-moi, Enrique, pourquoi n'avez-vous pas démissionné à un moment donné? Avant, c'était différent. J'avais ma propre maison et à l'époque, nous trouvions de très gros cailloux. C'est pourquoi les gens se battent aujourd'hui. On ne le ramassait même pas par terre auparavant. Mais je vis toujours dans l'espoir que ma vie changera un jour. L'espoir est le dernier à mourir. Vous croyez que votre pierre vous attend? Je le vois souvent dans mes rêves, dans mes mains. Il est à peu près de cette taille. Très grand. J'ai vraiment hâte de le voir. Sans vouloir vous offenser, j'aimerais dire que l'expression « ruer vers l'or » n'a pas été inventée par hasard lorsque les gens étaient tellement excités que cela s'est transformé en une sorte de maladie, que les gens ne pouvaient plus s'en passer. C'était une dépendance. Il me semble que beaucoup de gens ici sont dépendants des émeraudes, dépendants du désir de trouver cette pierre et de s'en emparer. Vous avez raison. D'une certaine manière, j'ai même voulu me débarrasser de ce désir. Mais c'est plus fort que moi. Je l'attends, je le vois, je le vis. Une ruée vers l'émeraude comme celle de Pablo Henrique touche presque tout le monde à Museau. Certains se rendent dans les vallées et lavent la roche rejetée à l'aide des tuyaux, tandis que ceux qui n'ont pas les moyens de s'équiper se dirigent vers la rivière. En passant le quai de la rivière, je vois les mêmes guaqueras. Allons discuter. Bonjour, señora. Bonjour. Quel est votre nom? Soledad Fernandez Encuantes. Vous avez trouvé quelque chose aujourd'hui? De toutes petites pierres. Il faut avoir une excellente vue pour ne pas manquer un si petit caillou. Dieu merci, mes yeux fonctionnent encore bien. Et j'ai aujourd'hui 77 ans. Permettez-moi de vous serrer la main et de vous respecter pour avoir fait un travail aussi exigeant physiquement à un tel âge. Mais montrez-moi votre technologie. Comment faites-vous? C'est ainsi que je vois les choses. Oui, il s'agit d'une véritable loterie. Voir quelque chose ici, dans ce tas de pierres, relève du fantasme. Il vous arrive d'avoir de la chance de trouver une pierre très chère. Il y a eu un incident. Ma fille était très malade, atteinte d'un cancer. J'ai donc demandé à Dieu de m'aider à trouver une pierre afin que je puisse gagner de l'argent pour l'opération de ma fille.
J'étais dans un endroit comme celui-ci et j'ai lavé le rocher et soudain, j'ai trouvé une pierre. Elle était de la taille de ce caillou. Et pour combien avez-vous vendu cette pierre? Pour 50 000 pesos. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Pouviez-vous vous permettre beaucoup de choses? À l'époque, on aurait pu acheter une petite maison en bois pour cette somme. J'ai dépensé cet argent pour l'exploitation et pour nourrir mes enfants. En d'autres termes, le plus important est que cette pierre ait assuré l'opération de la fille. Oui, elle a longtemps lutté contre le cancer, mais il y a 14 ans, Dieu l'a ramenée à lui. Que le ciel soit avec vous, toutes mes condoléances. Ensuite, vous avez fait ce travail difficile de non-femme pour sauver votre fille, pour faire l'opération. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Je travaille maintenant pour mes 7 petits-enfants et mes 100 arrière-petits-enfants. Señora, je ne vous distrairai pas de votre travail. Je vais venir parler à vos voisins. Connaissez-vous ces personnes? J'ai rencontré ce seigneur il y a 2 mois. Il est aveugle. Il travaille et sa femme cherche une émeraude. Je vous demande pardon, une personne aveugle? Oui. Dieu lui a donné l'énergie et la force de continuer à travailler et à lutter contre les obstacles. Je vous remercie de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Buenos días, señora. Buenos días, señor. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Dmitro, je suis journaliste. Et quel est votre nom, Seigneur? Héctor Calmajan Ramos. Enchanté de vous rencontrer. Quel est votre nom, Señora? Rosalva Pinea Caro. Seigneur, pardonnez-moi de poser la question qui s'impose d'emblée. Vous êtes aveugle, mais vous travaillez si dur. Comment faites-vous? Je dois travailler ici parce que je suis très pauvre et que je n'ai pas d'autre moyen de gagner ma vie. Et pour que je puisse travailler, ma femme m'accompagne et m'aide. Il s'avère donc que vous travaillez physiquement et que vous regardez? C'est exact, Seigneur, exactement. Dites-moi, que s'est-il passé quand vous avez perdu la vue et pourquoi? J'étais ouvrier dans une mine, un travail très dur. Il y a 5 ans, alors que je travaillais, je suis devenu aveugle. Je soulevais des pierres trop lourdes de 70 à 80 kg et j'en ai fait trop. Avez-vous consulté un médecin? Les médecins m'ont opéré et ont mis une sorte de liquide dans mon œil, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Vous ne le voyez pas du tout? Je ne vois que des contours. Je vous vois comme une montagne ou l'ombre d'une montagne. Par une journée très lumineuse, je peux distinguer des couleurs vives, rouge, blanc ou comme ta chemise bleue ou noire. Et vous continuez à travailler? Travaillons, bien sûr. En moyenne, combien parvenez-vous à gagner en un mois, par exemple? Je ne peux pas dire combien en moyenne, car il est arrivé que je ne gagne pas un centime pendant 7 mois d'affilée. S'agit-il des pierres que vous avez extraites au cours de cette période? 6 mois. Mes amis, regardez ça. C'est tout ce que la famille a pu trouver en 6 mois. Quel est le coût approximatif des pierres? 1 million de pesos. Rosalva a d'autres émeraudes dans un autre pot. S'agit-il de pierres précieuses? Cela représente environ 300 000 pesos. Héctor, Rosalva, je voudrais vous demander s'il vous est déjà arrivé dans votre vie de tomber sur une pierre vraiment précieuse qui a changé votre vie. Oui, nous y avons trouvé une fois une pierre de 80 millions de pesos. C'était en 2010. Nous avons utilisé l'argent de cette pierre pour acheter la maison dans laquelle nous vivons toujours. J'ai remboursé toutes mes dettes. Et maintenant, nous continuons à travailler ici dans l'espoir de trouver la pierre et d'assurer notre avenir. C'est donc une pierre qui vous a fourni un foyer après tout. Oui, nous avons eu de la chance. Héctor et Rosalva m'invitent à visiter la maison qu'ils ont obtenue grâce à une émeraude. C'est une opportunité que je ne peux pas refuser. Voici un aperçu de la maison achetée avec l'argent de la vente de l'émeraude. Une petite pièce modeste, des murs, une armoire, l'essentiel. Peut-on entrer ici? Oui, entrez. Voici la salle de bain. C'est ici que nous lavons nos vêtements. Nous puisons l'eau dans le puits. Espace buanderie, nous avons vu la chambre à coucher, c'est comme un salon ouvert. Voici la cuisine.
Il y a tout ce qu'il faut. Une cuisinière à gaz, un bon réfrigérateur. Êtes-vous heureux que la pierre vous ait aidé à obtenir cet endroit? Bien sûr. Combien de carats faisait l'émeraude que vous avez trouvé à l'époque? L'émeraude était de cette taille. C'est une grande découverte, mais cela n'a pas empêché Hector et Rosalva de devoir trouver et vendre les émeraudes 12 ans plus tard. Vous m'avez montré vos pierres. Vous avez dit qu'il était très important pour vous de les vendre maintenant. Montrez-les-moi encore. Je veux les voir. C'est tout ce qu'il y a à faire pour le moment. C'est toute votre fortune gagnée en 6 mois? En pratique, oui. Combien souhaiteriez-vous obtenir pour ces pierres? 1,5 million. 1,5 million et 394 $. Vous savez, je vais être honnête avec vous, je ne connais rien aux émeraudes, mais j'ai été tellement touché par votre travail acharné, par le fait que vous n'abandonnez pas, que je ne veux même pas négocier. Je veux vous prendre toutes ces pierres. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je veux vraiment que vous vous sentez un peu mieux, que je vous aide un peu. Je vous suis très reconnaissant. Cela nous aidera vraiment. Alors, mes amis, 1,5 million, c'est ma première grosse affaire en Colombie. Merci. Si ces pierres sont traitées, elles vaudront beaucoup plus. Je ne vais pas les revendre. Ce n'est pas un commerce, c'est un souvenir de ce lieu et de notre rencontre. Si je le pouvais, j'aimerais vous apporter ces pierres pour qu'elles soient taillées. Vous pourriez leur donner la forme d'un cœur ou d'une pyramide. J'aimerais pouvoir partir loin de chez moi. Vous et votre équipe êtes des gens très gentils. Si vous repassez par ici un jour, passez me voir et n'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Que vos rêves se réalisent et que vous trouviez la pierre la plus grosse et la plus chère. Je vous remercie de votre attention. Nous disons au revoir à ce couple marié et je suis très heureux de leur avoir acheté les pierres. Amusant, on se rend compte que la valeur d'une émeraude ne réside pas seulement dans sa pureté, sa taille et sa clarté. Derrière chaque pierre se cache une incroyable histoire humaine. Eh bien, chers amis, notre expédition à Museau s'est achevée. Quelles impressions les cités d'émeraude laissent-elles derrière elles? Très ambigu. D'un côté, c'est incroyablement triste pour des gens qui travaillent très dur toute leur vie creusant la roche dans l'espoir d'un miracle qui ne se produira peut-être jamais. D'autre part, l'exemple de notre héros Miguel González montre qu'il n'est pas nécessaire d'attendre toute sa vie une pierre d'1 million de $. On peut essayer de gagner beaucoup d'argent en investissant ce que l'on a avec habileté et sagesse, plutôt qu'en lésinant sur les moyens lors des fêtes. Mais les habitants de Museau sont des joueurs. Ils préfèrent donc la discothèque et la bière à la création d'une entreprise. Ce qui est sûr, c'est qu'après cette expédition, je regarderai personnellement les émeraudes vertes qui brillent dans les vitrines de bijouterie de luxe d'une toute autre manière. Mais pour l'instant, sur cette route défoncée, il est temps d'aller de l'avant et d'explorer l'incroyable Colombie. À suivre dans la prochaine émission. Nous partons pour la capitale colombienne du café, du carnaval et de l'extrême, la ville de Manizales. Nous y voilà! Nous dévoilons les dessous de l'un des spectacles les plus controversés et les plus dangereux de la planète, la corrida. Regardez, voilà le grand furieux qui sort, un homme est blessé. Découvrez pourquoi les traditions médiévales sont encore préservées ici. Ici, une superstar de la tauromachie. C'est un vrai millionnaire en dollars. Et assistez au rituel le plus rare du monde de la tauromachie. Les gens agitent des mouchoirs et demandent que la vie du taureau soit pardonnée. Nous participerons également à une course folle. Les accidents sont-ils si graves qu'il faille écrire le groupe sanguin? Oui, bien sûr. Dans lequel tout le monde n'atteint pas la ligne d'arrivée. Les coups de poing sont tellement frénétiques. Le monde à l'envers avec Metro Komarov.